Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV édition spéciale. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une théorie. Une théorie que j'ai mis en place dans ma petite cervelle. Une théorie concernant le changement de modèle du jeu. Parce que je suis persuadé aujourd'hui que après diverses annonces, divers indices que l'on peut trouver partout dans les news, les interviews, etc., que Horror Arkham est un jeu qui pourrait changer de modèle de parution d'ici une année, donc d'ici la fin du cycle 6 qui a été annoncé dans Innsmouth, qui sera probablement un cycle classique, mais je suis persuadé que ce modèle de parution va changer. Alors, je tiens tout de suite à préciser que cette théorie est le pur fruit de mon imagination, d'accord? Je vais essayer de l'argumenter autant que possible pour essayer de vous convaincre que c'est une possibilité, ce changement de modèle. Je n'ai aucune information officielle de quelque sorte que ce soit, excepté celle qui sont rendus au public, donc je n'ai aucune espèce de privilège par rapport à cette information, c'est juste de la spéculation, histoire de nous occuper aussi en ces temps de confinement. Bien, je commence parce que ça va quand même être un petit peu argumenté, ça va peut-être être un petit peu long. Donc d'abord, qu'est-ce que j'entends par changement de modèle de parution d'Horror Arkham? Eh bien, je pense très sincèrement que l'on va aller vers un modèle qui va ressembler au modèle de parution de Marvel Champions. C'est le premier indice qui me permet de penser cela. Tout simplement l'existence de Marvel Champions. Donc Marvel Champions est le troisième jeu coopératif évolutif lancé par Fantasy Flight Games et contrairement aux deux précédents, eh bien Marvel Champions a un modèle économique tout à fait différent. Donc pour rappel très brièvement, dans Marvel Champions, il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de concept de deluxe suivi de cycle, on est de pack qui constitue un cycle, on est vraiment dans autre chose, on est pour l'instant dans des paquets héros où l'on n'a que des cartes joueurs avec un deck préconstruit à l'intérieur et on a des paquets scénarios avec un ou deux scénarios dans la boîte jusqu'à présent qui se jouent de manière indépendante. On sait aussi dans Marvel Champions que l'on aura des boîtes campagne, donc une boîte un peu plus grosse, l'équivalent d'une Deluxe si vous voulez, où l'on va avoir une campagne à l'intérieur. Mais on n'a pas encore beaucoup plus d'infos à ce sujet-là sur le contenu exact de cette boîte. Donc Arkham JCE, ça fonctionne comment? Vous le savez tous, on a une boîte de luxe qui préface un cycle et 6 paquets mythes qui constituent une campagne de 8 scénarios, 2 dans la Deluxe et 6 dans les paquets mythes, et dans chacune de ces boîtes, il y a aussi quelques cartes joueurs pour pouvoir étoffer sa collection et augmenter les possibilités de construction de decks. Voilà donc pour les modèles. Alors pourquoi est-ce que je pense que le modèle Marvel va être adapté à Arkham tout simplement parce que je suis intimement convaincu que le modèle Marvel, dans le contexte actuel des jeux de société, est un meilleur modèle économique que le modèle JCE actuel. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Replongeons-nous un petit peu dans l'histoire. Donc le modèle JCE, tel que formaté par Fantasy Flight Games, remonte au moins à 2008. Donc dans mes collections de jeux, j'ai l'Appel de Cthulhu, qui est un jeu qui est devenu JCE en 2008, qui était un jeu de cartes à collectionner, donc qui a connu un changement de modèle. Donc ça, c'est un indice aussi. On a déjà changé un jeu de modèle en cours de route. L'Appel de Cthulhu est un très bel exemple, et en plus ça reste proche de Horror Arkham. C'est un très bel exemple de jeu qui a connu un changement de modèle en cours de route. C'était un jeu de cartes à collectionner, c'est aujourd'hui c'est devenu un JCE. Et donc en 2008, l'Appel de Cthulhu devient un JCE avec des rééditions de cartes qui étaient déjà sorties dans le jeu de cartes à collectionner. Et donc,
ce JCE naît donc au moins en 2008, peut-être que le Trône de Fer était plus ancien, je n'en sais rien, je n'ai jamais joué au Trône de Fer, mais en tout cas pour l'appel de Cthulhu, ce qui a été marquant, c'est ce changement de modèle. Et donc on est en 2008. En 2008, on n'est pas dans le contexte de 2020 en termes de jeux de société. En 2008, on est dans un milieu qui est encore relativement confidentiel, qui commence seulement à éclore. On a 10 fois moins de sorties de nouveaux jeux qu'aujourd'hui, et on s'adresse à un public beaucoup plus spécialisé. Un public spécialisé, dès lors, beaucoup plus fidèle à une gamme lorsqu'il l'apprécie. J'entends donc par là que le public visé par les JCE à l'époque étaient les joueurs de JCC principalement. Donc ces joueurs de JCC, frustrés par le modèle cartes à collectionner, qui souhaitaient avoir accès à un jeu de cartes, la richesse d'un jeu de cartes à construction de deck, qui souhaitaient avoir cette richesse-là, sans être contraints par ce modèle à collectionner, qui peut s'avérer extrêmement coûteux si l'on veut posséder toute la collection. Et donc, ici, à prix fixe, tous les joueurs sont sur un pied d'égalité, et donc on a une espèce de justice au niveau du jeu de cartes évolutif. Là, évidemment, tout ceci, je vous le dis, dans un contexte de jeu en versus, bien évidemment. Et donc, ce modèle évolue. En 2011, Le Seigneur des Anneaux apparaît, premier jeu coopératif et évolutif, pose les bases donc, du modèle que l'on connaît dans Arkham, donc des Deluxe, et suivi de 6 paquets aventure, avec un scénario par paquet aventure, 3 scénarios dans chaque Deluxe, et des cartes joueurs dans chacune des boîtes. Et donc, ce modèle JCE perdure pendant un certain temps. En 2020, le contexte des jeux est tout à fait différent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeux qui sortent qu'il y a 10 ans, et vous avez aussi des gammes étendues de plus en plus importantes. Donc là où le JCE Made in FFG tenait encore la route, c'est en ayant capté un public de joueurs de jeux de cartes à collectionner qui voulaient un jeu un petit peu moins contraignant en termes de temps et d'argent. Deux, on a un public qui aiment avoir des gammes importantes, qui aiment avoir de belles collections. Les complétistes, les collectionneurs sont aussi des publics cibles privilégiés par ce type de jeu. Et puis ils se sont rendus compte qu'un public beaucoup plus casu, donc un public beaucoup plus occasionnel, était aussi intéressé par ce genre de jeu, avec la sortie du Seigneur des Anneaux dans un premier temps, qui s'est très très bien vendu et qui aujourd'hui, malgré le fait que le jeu soit en fin de vie, se vend encore bien. Les boîtes de base sont toujours en rupture et on a récemment annoncé une future réédition d'une boîte de base dans un nouveau format. Donc ça veut dire que le jeu au moins va continuer à exister sur le marché même s'il n'y a plus de nouveau contenu qui sort. Et puis Horror Arkham est sorti, et là encore on a un public beaucoup plus de joueurs plus occasionnels qui s'est accaparé le jeu, qui a beaucoup apprécié le jeu et qui va suivre le jeu. Et donc on a un public qui s'est élargi du côté de chez FFG, donc ça c'est une chose. Et de l'autre côté, les joueurs complétistes, les joueurs collectionneurs, les joueurs qui aiment les gammes étendues de jeux, eux ont vu l'offre exploser avec de très nombreux jeux qui aujourd'hui sont pas très loin d'un modèle JCE. Je pense à Ion's End, ce jeu avec toutes les extensions qui sortent, et il y en a maintenant beaucoup, vous avez toute une gamme, Ion's End. Je pense à Enchanters par exemple, qui est un Kickstarter avec énormément d'extensions également. Je ne vais pas tous les citer, je ne cite que ceux que je connais. Dans un autre style qui n'est pas jeu de cartes, mais qui a aussi une gamme extraordinaire, vous avez tout ce qui est Chip Theory Games, qui nous sort ces jeux de luxe, avec une gamme très étendue qui peut attirer une catégorie de gros joueurs qui ont les moyens de se payer ce genre de jeu. Bref, vous avez une augmentation de l'offre, y compris dans ces jeux à gamme importante, ce qui va diluer forcément le public d'origine à une époque où ces gammes étendues étaient réservées au JCC ou bien au JCE, où FFG était à l'époque quasiment le seul acteur. Et donc aujourd'hui, on est dans un contexte beaucoup plus concurrentiel par rapport à ce type de jeu, mais à contrario, on a un public beaucoup plus large parce qu'en 10 ans, le nombre de joueurs a
énormément augmenté, et en particulier dans la catégorie qu'on appelle les joueurs casus, c'est-à-dire ces joueurs qui jouent une partie de temps en temps, qui apprécient s'immerger de temps en temps, mais qui ne sont pas forcément des mordus qui vont jouer tous les jours au même jeu et qui vont jouer 10 ans au même jeu. Et donc, on est dans un autre contexte. Le contexte a changé et pour ma part, je pense que le modèle de JCE actuel n'est plus adapté au contexte d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce modèle, il est contraignant. Il est contraignant dans quel sens ? Il est contraignant parce que vous devez acheter, donc dans le cadre d'Horreur Arkham, donc je me concentre sur Horreur Arkham ici, vous devez acheter l'ensemble des paquets de la Deluxe et des paquets Mythes pour jouer la campagne au complet. Ça, c'est une première contrainte. Ça prend du temps. Ça sort généralement en 6 ou 7 mois, 8 mois. Si on inclut la Deluxe, il y a souvent un mois ou deux qui passent et puis un paquet tous les mois. Donc, il vous faut 7 ou 8 mois de sortie pour pouvoir profiter de la campagne au complet. Ça marchait très bien à une époque. On avait notre petit paquet comme on avait notre revue mensuelle, c'était très amusant. Aujourd'hui, avec la pléthore de jeux instantanément complets qui sortent avec une gamme énorme, la tentation est grande d'avoir rapidement ce qu'on veut plutôt que d'attendre mois après mois que le paquet sort. Donc ça, c'est déjà une première contrainte. On est dans une société plus impatiente et l'on va avoir du coup moins la patience d'attendre les paquets. Ça peut rebuter certains joueurs, pas forcément beaucoup, mais c'est une première contrainte. La deuxième contrainte, c'est l'obligation d'avoir tous ces paquets pour jouer la campagne, ou la quasi-obligation. Mais Arkham n'est pas du tout fait pour être joué en indépendant. Le mode indépendant, de l'avis de la majorité des joueurs, est beaucoup moins intéressant que le mode campagne. La campagne constitue l'essence même du jeu. Et dès lors, si vous avez une pénurie sur un seul paquet, comme ce fut le cas sur le musée Miskatonic, par exemple, du cycle Héritage de Dunwich, vous avez toute une partie de joueurs qui sont bloqués, qui ne peuvent pas jouer cette campagne parce qu'ils n'ont pas ce paquet. C'est aussi très contraignant du point de vue éditorial. Alors, donc ça c'est une première chose, ce modèle n'est plus adapté pour cela. Ensuite, je trouve aussi que ce modèle n'est plus adapté par rapport à un modèle Marvel qui me paraît beaucoup plus pertinent dans le contexte d'aujourd'hui. Donc cette obligation de tout acheter, Marvel vous ne l'avez pas. Marvel, chaque paquet se suffit à lui-même. Chaque paquet est une espèce de stand-alone, pour peu que vous ayez la boîte de base. Et donc, vous choisissez ce qui vous intéresse. Et donc, vous allez avoir un héros qui vous intéresse, vous le prenez, un scénario qui vous intéresse, vous le prenez, un héros qui vous intéresse pas, vous le prenez pas, et vous n'avez pas une perte dramatique en termes de contenu. Alors pour le complétiste, bien sûr, c'est dramatique de ne pas avoir les quelques cartes joueurs qui se situent dans le paquet héros, mais pour le complétiste, c'est déjà beaucoup moins grave, même pour le complétiste, de ne pas avoir un scénario donné, parce que ce scénario, il se suffit à lui-même, et il n'a pas besoin des cartes de scénario pour construire d'autres scénarios. Ce qui était aussi le cas avec le système de Deluxe plus paquet Mythes. Et donc, vous avez quelque chose de beaucoup plus souple. Et donc, pourquoi est-ce que je pense que c'est mieux comme modèle en termes économique? Tout simplement parce que lorsque vous avez un jeu comme Horreur Arkham, qui est une gamme de cycles, eh bien vous allez avoir à chaque cycle une perte de vente. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien c'est absolument clair via le petit sondage que j'avais fait sur Facebook. Nous avons une proportion importante de joueurs, un peu plus la moitié des joueurs qui possèdent tout, qui achètent absolument tout. Donc pour ceux-là, évidemment, c'est très bien. Mais vous avez surtout l'autre partie des joueurs qui achètent les cycles en fonction de leur intérêt, voire qui se sont arrêtés avant, qui se sont arrêtés d'acheter sur le jeu avant la fin, et donc qui se disent voilà, j'ai assez, je n'achète plus. Et vous avez beaucoup de joueurs comme ça. Et en particulier des joueurs plus isolés qui ne sont pas forcément dans des communautés et qui vont s'arrêter au bout d'un moment par lassitude ou parce qu'ils ont d'autres envies ludiques et donc ils arrêtent en cours de route. Et donc au final vous vous retrouvez avec de moins en moins de ventes à chaque cycle. Et évidemment on va en imprimer de moins en moins, c'est logique. Mais du coup l'espérance de chiffre d'affaires diminue à chaque nouveau cycle. Ainsi, si je prends le Seigneur des Anneaux, que je connais évidemment très bien, c'est le jeu que je connais le mieux, eh bien, les cycles 1 et 2 restent très 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 nettement les plus vendus,
Et le cycle 9 qui est en train de sortir n'est vendu qu'à une petite communauté de joueurs acharnés qui jouent au jeu depuis très longtemps. Et même les nouveaux joueurs qui découvrent le jeu aujourd'hui, ils ne vont pas aller chercher ce cycle 9 pour commencer, parce qu'il y a un passif beaucoup trop grand. Même si le jeu est un jeu beaucoup plus standalone, contrairement à Arkham, il y a un passif beaucoup trop grand en termes de collection pour se permettre de prendre du plaisir sur des scénarios qui ont une difficulté qui n'est pas adaptée à un joueur qui possède juste la boîte de base. Donc, cela fait que très peu de gens achètent ce cycle 9, et de ma boutique où je vais régulièrement, qui a des contacts relativement étroits avec quelques personnes chez Asmodée, eh bien, il me le dit lui-même, je ne vends que très peu de cycle 8-9, mais j'ai vendu pendant longtemps beaucoup de boîtes de base, beaucoup de cycles 1 et 2, et c'est ce que les gens demandent, et c'est en rupture régulièrement, et il y a eu des reprints. Donc c'est bien la preuve que c'est surtout les premiers cycles qui comptent, et que plus on avance, moins l'espérance de gain pour l'éditeur est grande. Et dès lors, au bout d'un moment, on arrête le jeu lorsque celui-ci n'est plus rentable. Alors pourquoi je pense que le modèle Marvel est mieux en termes économiques que ce modèle-là? C'est parce que ce modèle Marvel, laissant le choix aux joueurs d'acheter ce qu'ils ont envie, vous n'avez plus cette notion de passif par rapport à la collection. Donc c'est beaucoup plus, surtout avec le principe du deck préconstruit. Donc on est dans un modèle beaucoup plus adapté à ce public casu dont je vous parlais, beaucoup plus nombreux par rapport à il y a 10 ans. Et donc les joueurs plus casus, ils apprécient cela, avoir un paquet prêt à l'emploi, jouer avec, un scénario prêt à l'emploi, jouer avec. On n'est plus obligé d'être un constructeur de deck aguerri pour se lancer dans ce genre de jeu. Arkham avait déjà baissé d'un cran la complexité de la construction de deck par rapport à un Seigneur des Anneaux éminemment complexe en termes de construction de deck. Donc vous avez ça. Donc un modèle déjà plus adapté aux joueurs casus, donc forcément un public plus large qui va être susceptible d'acheter le produit, mais en plus, comme ces produits sont indépendants les uns des autres, pas besoin d'avoir acheté le produit 1 pour profiter du produit 4, et donc, eh bien, vous allez avoir une espérance de vente du produit 4 similaire, ou peut-être un peu inférieure, mais moins inférieure que un cycle 4 par rapport à un cycle 1, de ce produit 4. Et donc, vous pouvez mieux étaler votre vente. Vous allez certes peut-être moins vendre des premiers paquets, vous allez moins vendre du paquet 1, paquet 2, parce qu'il y a des gens que ça n'intéressera pas, mais vous allez plus vendre des paquets 6, 7, 8, parce que les gens vont peut-être tomber dessus, ah je veux celui-là, je l'achète. Donc je pense que c'est un modèle économique plus safe, plus sûr pour l'éditeur que ce modèle économique, et surtout plus pérenne sur le long terme que ce modèle économique de cycle qui certes était très adapté il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ma conviction profonde, c'est que ce système n'est plus adapté au contexte du marché du jeu de société actuel. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens aux raisons. Donc ça, c'est pour la question du marché en général, du modèle en général. J'en viens maintenant aux indices qui m'ont permis de penser que Horror Arkham va changer de modèle. Alors, sur quoi je me base? Je vais dire que l'indice le plus flagrant, il est sorti tout récemment, c'est l'annonce d'un paquet investigateurs. Donc ils vont sortir à Arkham des paquets investigateurs dans lequel vous trouverez un investigateur avec un paquet de préconstruits pour lui, tout à fait jouable out of the box. Et on n'a pas encore eu les infos, normalement elles arrivent ce soir au moment où je tourne la vidéo, peut-être des nouvelles cartes joueurs. De toute façon, ce seront des nouvelles cartes joueurs jouables dans les autres decks, utilisables dans la collection, et il y aura a priori beaucoup de nouvelles cartes inédites. On parle d'un chiffre, j'ai vu passer un chiffre de 80% de cartes inédites dans ces paquets. Des cartes par contre, des reprints, donc des cartes jugées indispensables, des cartes de base jugées indispensables dans le deck. On peut imaginer aisément des compétences de base, style courage inattendu là-dedans. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit apparaître ce genre de choses.
donc, et peut-être, ça on ne sait pas, des cartes pour les autres classes. Parce qu'évidemment, dans Arkham, on le sait bien, un investigateur est lié à une ou deux classes, généralement mono ou biclassé, et donc les autres classes n'auraient rien dans ce paquet-là. Peut-être que pour inciter les joueurs hardcore à aussi acheter ces paquets investigateurs et aussi entamer une transition vers le nouveau modèle, il y aura des cartes des autres classes. Si ça se vérifie, c'est un indice supplémentaire vers un changement de modèle. Donc, on a un pack investigateur, tout comme on a les packs héros dans dans Marvel, et on achèterait l'investigateur qui nous plaît. Donc ça, c'est le premier indice. Un deuxième indice qui me pousse à penser que Arkham va changer de modèle, c'est le raccourcissement des campagnes. Cela a été annoncé à demi-mot lors d'une interview de, je crois que c'était Matt Newman, j'ai peur de me tromper au niveau des noms, je suis très mauvais pour ça, au niveau des noms, donc qui annonçait qu'il allait être pris en compte toute une série de demandes des joueurs, et en particulier une des demandes qui allait être rencontrée est le raccourcissement des campagnes jugées trop longues. C'est évident que jouer une campagne de 8 scénarios, c'est jouer 8 parties, c'est en fonction du nombre de joueurs, c'est 12 heures de jeu, je vais dire, en solo, ça peut être bien plus, 15, 20 heures de jeu en multi, pour peu que vous jouez à des tables de 4, ça peut même aller au-delà, c'est beaucoup de temps, et donc beaucoup de joueurs n'ont peut-être pas cette possibilité d'avoir ce temps-là pour jouer des scénarios des campagnes de 8 scénarios, ce que je comprends tout à fait. Moi-même, c'est le jeu auquel je joue le moins dans les JCE parce que je n'ai pas cette possibilité d'enchaîner une campagne en entier. Je préfère faire des scénarios stand-alone, mais alors dans ce cas-là, je joue au Seigneur des Anneaux ou à Marvel. Donc, un raccourcissement des campagnes, et tiens donc, cela coïncide avec l'annonce des boîtes de campagne de Marvel qui a été faite un petit peu plus tôt, donc des boîtes plus grosses dans lesquelles on retrouverait une campagne complète, et pourquoi pas faire cela à Arkham. On aurait une boîte de luxe plus grosse dans laquelle il y aurait une campagne de 4 scénarios, et vous pouvez jouer la campagne out of the box aussi. Vous n'avez pas à attendre 6, 7, 8 mois pour avoir la campagne au complet. Ça me semble être extrêmement intéressant comme idée, ces campagnes plus courtes, et ça coïncide, je trouve, avec un possible changement de modèle, la sortie de campagne complète, et avouer que c'est une idée séduisante d'avoir une boîte dans laquelle la campagne est complète immédiatement, et vous pouvez la jouer, plutôt que d'attendre la sortie de la campagne au fur et à mesure. Donc voilà un autre indice. Donc l'annonce du raccourcissement des campagnes, ça c'est quelque chose qui a été dit, pour moi est un autre indice vers un changement de modèle du jeu. Alors, ça c'est des indices. Ensuite, les défauts du modèle actuel, j'en ai déjà évoqué pas mal, les défauts du modèle actuel qui poussent à la complétude du jeu. Oui, j'avoue, j'ai un petit copion, cette fois-ci je ne le fais pas en full improvisation, parce que je trouve que c'est trop important que l'argumentation soit claire. Donc je vous ai parlé du pouce à la complétude, surtout dans Arkham, vous êtes obligé, une fois que vous commencez un cycle, si vous voulez voir la campagne au bout, d'acheter tout, c'est un coût, une Deluxe plus 6 paquets mythes, eh bien, c'est un coût d'environ, prix éditeur, on est à 120 €. Et 120 €, certes étalé sur 7 ou 8 mois, c'est un coût. On peut imaginer qu'une Deluxe campagne plus courte coûterait moins cher, coûterait de l'ordre de 30 ou 40 €. Eh bien, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Un autre problème aussi du modèle actuel, c'est aussi lié aux cartes joueurs. J'ai parlé des scénarios, des campagnes pour l'instant. Mais au niveau des cartes joueurs, je pense aussi qu'il y a un souci. Pourquoi ? Parce que dans une Deluxe, vous avez 5 voire 6 nouveaux investigateurs. Mais vous n'avez pas dans cette Deluxe tout ce qu'il faut pour compléter l'archétype de cet investigateur. Parce que ces investigateurs sont très archétypés. Et vous allez avoir dans le cycle, dans les cartes joueurs qui vont être publiées dans le cycle, eh bien tout ce qu'il vous faut pour compléter le deck de ces investigateurs. Ces investigateurs sont évidemment jouables dès que vous avez la Deluxe. Mais on se rend très vite compte qu'il y a des cartes qui sortent au cours du cycle et qui rentrent très très bien, c'est bizarre, dans les archétypes des investigateurs de la Deluxe correspondante. Dès lors, on en arrive à un réflexe où on va attendre que tout soit sorti du cycle pour pouvoir enfin builder correctement. Correctement, on se comprend, il y a moyen de builder correctement sans ça, mais builder un vrai deck archétypé avec toutes les cartes qui vont avec.
Donc là aussi, si on a un paquet héros, paquet investigateur pardon, prêt à l'emploi, vous avez toutes les cartes de l'archétype dans le paquet. Libre à vous évidemment d'améliorer ce deck, parce qu'il y a fort à parier que ce ne sera pas un deck OP qui sortira de cette boîte, ça me paraît clair aussi, mais un deck jouable et un deck améliorable, mais au moins toutes les cartes de l'archétype seraient dedans. Dans une société qui est de plus en plus dans l'instantané, dans l'immédiateté, ça ne me paraît pas du tout déconnant d'imaginer quelque chose comme cela. Donc c'est un autre indice qui, pour moi, me font penser qu'Arkham devrait ou va changer de modèle. Alors, ce qui est embêtant aussi avec le modèle actuel, je l'ai déjà évoqué à un demi-mot, c'est le fait que dans chaque paquet mythe, vous avez un peu de cartes joueurs, un petit peu de cartes de rencontre. Dans l'Arkham, c'est moins un problème. Mais dans un jeu comme le Seigneur des Anneaux, c'était davantage un problème. Pourquoi? Parce qu'on est dans un jeu beaucoup plus stand-alone, hein, Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas besoin d'avoir tout pour jouer. Et donc, si vous n'aimez pas un scénario, vous ne le prenez pas au Seigneur des Anneaux, mais vous perdez les cartes joueurs qui vont avec. Donc ça, c'est embêtant. C'est un pouce à la complétude, un pouce à l'achat. Mais ce pouce à l'achat n'est plus suffisant aujourd'hui pour convaincre les gens, et notamment le public plus casu, qui est une cible très claire de ce nouveau modèle économique, d'investir dans un cycle complet, voire dans plusieurs cycles complets. Donc, voilà. Notons que, voilà, je pense avoir passé en revue les différents points qui me font vraiment pousser, qui me font vraiment penser, qu'on va avoir un changement de modèle. Et donc ce sera quoi ce changement de modèle et quand peut-on l'attendre? Eh bien, si je devais faire des estimations, le changement de modèle, ce serait un modèle vraiment davantage à la Marvel. On abandonne le système de cycle actuel, on a d'une part des paquets investigateurs avec tout ce qu'il faut pour jouer l'investigateur out of the box et quelques cartes supplémentaires dans les autres classes pour inciter les complétistes à quand même acheter et enrichir le deck building et la collection des joueurs. D'un autre côté, je vois bien des deluxe campagnes complètes et peut-être pourquoi pas quelques scénarios stand-alone aussi à côté pour continuer à avoir un rythme de parution fréquent où là on joue la campagne directement out of the box, des campagnes plus courtes, donc plus faciles à sortir, plus faciles à jouer, ce qui va aussi fidéliser davantage les joueurs qui vont aussi pouvoir avoir plus de choix en fait. Ça veut dire des campagnes plus courtes, divisées par deux la taille d'une campagne, vous avez 2 fois plus de campagnes qui peuvent sortir sur le même laps de temps dans différentes thématiques qui vont donc parler à plus de joueurs. Et si une thématique ne parle pas à l'un, elle parlera à l'autre et inversement pour la campagne suivante. Donc c'est aussi une option que je vois, donc ces boîtes de luxe campagne et peut-être quelques scénarios stand-alone que l'on pourrait voir se développer davantage, même si Arkham, je pense, n'est pas prévu pour être joué comme cela en stand-alone, mais ça pourrait être un complément pour les joueurs qui veulent aussi ce genre de scénario, jouer une partie de temps en temps et ne pas se lier à un mode campagne. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel des arguments que je voulais vous exposer au sujet de ce changement de modèle. Nous sommes en 2020, on voit que le modèle JCE traditionnel s'essouffle. Dans les jeux versus en particulier, c'est flagrant, ceux-ci durent de moins en moins longtemps, les gens sont de moins en moins assidus, et vous avez de plus en plus de produits secondaires à ces cycles traditionnels qui apparaissent aussi dans les jeux versus. Dans les jeux coopératifs, on nous a annoncé l'arrêt du Seigneur des Anneaux, une pause au Seigneur des Anneaux, mais une éventuelle reprise sous une autre forme. Ça veut tout et rien dire. Mais c'est surtout un indice supplémentaire vers un changement de modèle aussi. Ils ont annoncé tout récemment qu'une nouvelle boîte de base allait sortir pour le Seigneur des Anneaux, un format plus compact comme les autres jeux, qui allait contenir des cartes revisitées avec des errata intégrés, des wordings modifiés. Donc on ne fait pas ce travail juste pour un reprint. Je n'y crois pas. Si ce travail a été fait, s'il va y avoir une espèce de V1.5, parce que ce ne sera pas une V2, ce ne sera pas un reboot du jeu, juste une boîte de base révisée,
rendu plus fluide, plus facile à jouer, pas du tout certain qu'il y aura de nouvelles cartes par rapport à une boîte de base traditionnelle, ça on n'en sait rien, c'est même peu probable, mais si on prend la peine de sortir une boîte de base révisée, c'est pas pour arrêter le jeu juste après, je pense vraiment qu'on va avoir une nouvelle gamme liée au Seigneur des Anneaux, et rien à voir avec cette collection Hachette qui va sortir au Royaume-Uni sur le jeu. Donc c'est aussi un indice pour moi très clairement d'un changement de modèle. On n'a pas annoncé de nouveau JCE récemment. C'est vrai que l'annonce se fait souvent plus tard dans l'année. Le dernier versus qui est sorti, c'est Keyforge. Keyforge avec un nouveau modèle économique. Et oui, avec ce modèle de deck unique, quelque part ça préfaçait déjà un petit peu ce système de deck héros et deck scénario, mais adapté à la mode versus. Bref, on est dans une grande mutation de ce type de jeu. Si vous êtes un grand fan du jeu de cartes évolutif tel qu'il existe actuellement, eh bien malheureusement, je crains qu'il ne faille faire notre deuil, les amis. Ce modèle, je suis intimement persuadé qu'il va disparaître à moyen terme. Et quand bien même Arkham continuerait son modèle actuel jusqu'à sa fin de vie, ce sera le dernier jeu, à mon sens, qui adoptera ce format qui n'est plus viable économiquement aujourd'hui, j'en suis persuadé. Je ne suis pas un économiste, j'ai des bases, c'est du bon sens en fait qui me font penser à ce genre de choses avant tout. Et donc voilà. Je vous invite à laisser votre avis sur ce débat. De toute façon, on a tous le temps de pouvoir débattre en commentaire. Donc, je vous encourage vraiment à débattre en commentaire, voire à l'argot à me faire une réponse en vidéo sur cette théorie. Je rappelle que c'est juste une théorie sur l'évolution du jeu telle que je l'aperçois en fonction de différentes choses qui me semblent être des indices qui plaident vers ce changement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces levés. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. Ça nous encourage à continuer, y compris dans cette période plus compliquée. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt. Et profitez aussi de ce confinement pour jouer. Vous en avez peut-être la possibilité de pouvoir le faire un peu plus que d'habitude. Allez, salut, à bientôt.